examinons en détail et essayons d'exposer la nature du phénomène de manière aussi précise et claire que possible, afin que tout devienne plus compréhensible et facile à mémoriser. Il est d'abord important de noter que nous avons 3 magasins avec des noms similaires qui peuvent provoquer de la confusion. Dollar General, Family Dollar et Dollar Tree. Ces 3 chaînes de commerce ont essentiellement des noms très proches, car dans leur nom figure le mot « dollar », et il y en a seulement 3, chacune comporte 2 mots dans son nom. Cependant, la présence du mot « dollar » dans chacun d'eux est souvent source de confusion, même pour les observateurs les plus attentifs. La situation est particulièrement embrouillée avec « quote 2 », car le mot « quote 3 » y occupe la 2e position. Cela peut sembler inattendu, et c'est précisément pour cette raison que beaucoup commencent à confondre ces magasins entre eux. Lors de la réalisation de cette revue, je me suis moi-même plusieurs fois retrouvée perdue dans la différenciation entre eux, car au début, il était difficile de distinguer immédiatement laquelle de ces enseignes était laquelle. Toute cette confusion provient surtout d'éléments communs dans leur nom, qui créent une impression de similarité et en même temps brouillent la perception, surtout lorsqu'on essaie de se repérer rapidement ou de faire des comparaisons. Je m'efforcerai de transmettre les différences entre ces entreprises de manière aussi claire et précise que possible, afin que mon exposé vous aide à décharger votre perception et à faire en sorte qu'à l'avenir, vous puissiez distinguer sans difficulté chacune de ces chaînes. Mon objectif principal est de vous faire parvenir l'information de manière à ce qu'après avoir regardé ce contenu, vous puissiez reconnaître facilement chacune de ces chaînes commerciales, en comprenant ce qui les différencie et à quoi elles tendent principalement. Pour commencer, j'ai décidé d'analyser des indicateurs importants tels que l'échelle de chacune d'elles, car c'est souvent la taille qui permet de comprendre leur rôle et leur importance sur le marché. Et pour disposer de données objectives, j'ai préparé un graphique spécial qui montre le nombre de points de vente de chacune des 3 enseignes au cours des 25 dernières années. Ce graphique illustre l'intensité du développement et de l'expansion de ces réseaux sur une période relativement courte dans l'histoire. Approfondissons ces chiffres. Initialement, en 1994, ces 3 entreprises possédaient ensemble une part moindre, un peu moins de 5000 points de vente. Ce chiffre est assez modeste par rapport à la situation actuelle. Aujourd'hui, soit 25 ans plus tard, leur nombre total a dépassé 30 000 magasins, une croissance spectaculaire indiquant un développement et une popularité considérables pour ces réseaux. Parmi eux, Quote 5 se démarque sans aucun doute, car au cours de cette période, il est devenu la plus grande et la plus performante des 3 sociétés du marché. Il ne s'est pas simplement développé plus rapidement, mais Quote 6 ses concurrents. 5 ans après le début de son expansion active, en 1996, il a dépassé __quote_7__. Et aujourd'hui, son échelle dépasse le total combiné des 2 autres. Cette tendance indique que Dollar General surpasse largement ses concurrents en termes d'ampleur et de popularité, et qu'il occupe aujourd'hui la position de leader. Fait étonnant, c'est lui qui possède le plus grand nombre de magasins depuis sa création, alors qu'à l'origine, il n'en était pas destiné à en compter autant. Il est intéressant de noter qu'en 2015, lorsqu'une grosse transaction d'achat de Family Dollar a eu lieu, Dollar Tree est devenue partie intégrante d'une opération financière et juridique de grande envergure. Ces 2 réseaux, Quote 11 et Quote 12, se sont fusionnés. Parallèlement, les 2 géants ont tenté de prendre le contrôle de Quote 13, qui à l'époque était dans une étape de vente relativement stable et d'expansion constante. Enfin, à l'issue de cette lutte, le contrôle est passé à Dollar Tree. Cela s'est produit après que l'on a déterminé que Dollar Tree avait offert une somme plus importante, 8,5 milliards de dollars, en échange de l'achat de Quote 16. Cependant, à ma connaissance, Quote 17 proposait initialement une offre encore plus élevée, mais celle-ci a été rejetée en raison de la difficulté à obtenir l'accord des autorités de régulation. Dès lors, il était évident que l'échelle de Quote 18 était si grande qu'elle rencontrait certaines limites pour sa croissance ou ses acquisitions, liées aux exigences des services antitrust et des régulateurs. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de cette acquisition, Quote 19 a rencontré plusieurs difficultés. Par exemple, la fermeture de certains magasins situés dans des zones moins rentables ou problématiques, ainsi que des pertes de valeur,
ce qu'on appelle le quote 20, qui indique une dégradation de sa valeur commerciale et de sa réputation. En conséquence, on a le sentiment qu'après son achat, quote 21 a rencontré des difficultés pour maintenir ses performances antérieures, et sa marque a commencé à perdre une partie de ses positions. Passons maintenant aux résultats de vente de ces 3 entreprises avant cette fusion importante, c'est-à-dire en 2015. Les graphiques montrent qu'à cette période, quote 22 était en pleine expansion, avec un chiffre d'affaires qui ne cessait de croître, et ses performances étaient nettement supérieures à celles des 2 autres réseaux. Ce fait témoigne d'une différence significative de taille et de volume d'activité. Opérons une comparaison des histoires de ces sociétés, car connaître leur origine et leur évolution est essentiel pour avoir une compréhension complète. La plus ancienne des 3 est quote 23. Elle a commencé son histoire en 1955. Cependant, ses racines remontent encore plus loin, dans les années 30 du XXe siècle. À cette époque, J.L. et Cal Turner, père et fils, s'étaient spécialisés dans l'acquisition de points de vente, qui n'ont pas résisté à l'épreuve du temps et aux difficultés économiques de la Grande Dépression. Leur idée principale consistait à acheter des magasins en difficulté, puis à les liquider pour remettre sur le marché des entreprises plus solides, en attendant que l'économie se redresse complètement. Cette démarche portait ses fruits. Leur activité devenait de plus en plus prospère, et avec le temps, ils sont passés à la vente en gros, puis au détail. Au fil des années, ils ont créé de grandes chaînes de magasins, et en 1955, Cal Turner a personnellement conçu le concept de magasin où tous les produits coûtent exactement $1. Il a concrétisé cette idée dans le premier magasin quote 24. Ce magasin est devenu en réalité la première dans l'histoire à établir aussi clairement et explicitement le concept de magasin où tout est vendu à un prix unique. Le lancement réussi de ce projet les a encouragés à ouvrir de nouveaux magasins dans différentes villes et localités des États-Unis. Quant à quote 25, son histoire a commencé quelque peu plus tard, 14 ans après l'ouverture de quote 26. L'idée principale et les prémices de cette chaîne appartiennent à Leon Levin. Toute sa vie, il a été lié au commerce de détail grâce à son père, Harry Levin, qui possédait un magasin vendant une grande variété de produits. Après la mort de Harry en 1947, lorsque Léon n'avait que 13 ans, il a pris, avec son frère, la gestion du magasin familial pour l'aider à croître et à se développer encore plus activement. Pendant les 12 années suivantes, ils ont développé leur activité avec succès, et en 1959, ils possédaient déjà plus d'une centaine de magasins, ce qui représentait une réalisation importante pour une jeune chaîne. Concernant quote 27, cette entreprise a commencé son parcours relativement tard, en 1986, bien après les 2 premières. Tout cela montre que chacun de ces magasins a un moment d'apparition, une envergure et une stratégie de développement qui lui sont propres. Leur histoire illustre aussi comment les approches du commerce de détail ont évolué aux États-Unis au fil des décennies, depuis l'idée d'il y a environ 15 ans jusqu'aux stratégies modernes où le prix ne joue pas seul un rôle, mais aussi l'ampleur, la gamme, la gestion et le marketing. Cette histoire revêt un intérêt particulier car elle nous ramène à des événements bien plus anciens, aux fins du XXe siècle du siècle passé. À cette époque, une personne nommée Chris Perry, qui n'était pas une personnalité célèbre, a décidé d'ouvrir un petit magasin dans l'État de Virginie. Ce magasin représentait un typique magasin de gourmandise, qui est devenu, au fil du temps, connu sous le nom de quote 28. Le nom n'était pas particulièrement mémorable, mais par la suite, il a joué un rôle important puisque c'est à partir de ce moment que l'histoire du développement d'un réseau entier de points de vente a commencé. Il y a 17 ans, Chris Perry et son fils, Doug Perry, ont décidé d'ouvrir leur propre département de commerce, cette fois spécialisé dans la vente de jouets. Ainsi est né un nouveau projet appelé K&K Jouets. En 1946, le réseau de magasins K&K Jouets avait considérablement augmenté. Le nombre total de points de vente atteignait 136, la plupart d'entre eux étant situés à l'intérieur de centres commerciaux, ce qui constituait un emplacement très rentable et populaire pour attirer les clients. Soucieux d'assurer un développement continu, les propriétaires ont commencé à rechercher de nouvelles voies d'expansion et ont créé une marque distincte, appelée $1 seulement.
Au départ, ces magasins étaient aussi principalement situés à l'intérieur de complexes commerciaux. Afin de consolider leur succès, ils ont ouvert simultanément 5 magasins et en 1993, soit 7 ans après leur création, leur nombre a dépassé 300. À cette époque, après un rebranding et un changement de nom en quote-32-, le nombre de ces magasins a encore augmenté, dépassant les 300. Il convient de noter que, si l'on fait quelques comparaisons, il devient évident que toutes ces entreprises sont en grande partie liées à des équipes familiales. Dans la majorité des cas, c'est un père et son fils qui ont créé et développé ces entreprises. Cependant, parmi toutes ces affaires, il en existe une qui se distingue particulièrement. C'est Family Dollar. Elle n'a pas commencé comme une entreprise familiale au sens strict, car son fondateur, un homme nommé Levin, l'a créée en étant en dehors du secteur familial. Il faut également souligner un détail important. Cette marque a été la première à ne pas disposer d'actifs ou de scales importants dès le départ. Contrairement aux entreprises mentionnées précédemment, qui disposaient de ressources pour une croissance rapide, Quote 34 a débuté comme une branche d'un réseau existant de 35 magasins universels. Après que cette nouvelle entreprise a rencontré le succès, ses propriétaires ont obtenu des fonds. Ils ont soit utilisé les bénéfices des magasins précédents, soit les ont vendus tous ensemble pour financer une expansion ultérieure. Le même principe a été appliqué à l'Arbre à dollars. Il a commencé comme une branche séparée d'un grand réseau de 636 magasins de jouets. C'est pourquoi ils ont pu ouvrir simultanément 5 nouveaux points et en 1991, vendre ces magasins de jouets à la société Kmart pour obtenir des fonds supplémentaires et poursuivre leur expansion. On peut conclure qu'au début, ces deux réseaux, Quote 37 et Quote 38, disposaient d'un avantage en termes de conditions de départ, car ils avaient déjà des actifs et des ressources qui ont permis de lancer une croissance à grande échelle. À son tour, la stratégie de promotion Family Dollar s'est avérée plus contraignante. Elle supposait une croissance autonome sans soutien initial significatif ou actif important. Passons au prochain aspect essentiel, à savoir le développement des méthodes d'expansion pour les 3 entreprises. Ici, la combinaison de l'ouverture de nouveaux magasins et de la prise de contrôle de réseaux concurrents est devenue un facteur crucial. En général, toute l'industrie des magasins de vente à $1 a connu un processus de concentration. Auparavant, le pays comptait de nombreux petits magasins indépendants, situés dans différentes régions. Ces petits points de vente, souvent intégrés à des réseaux locaux ou régionaux, ont progressivement fusionné pour former de grandes chaînes. Il est maintenant impossible de retrouver ces magasins dans toute leur diversité. La plupart ont été absorbés, rachetés ou intégrés à des sociétés plus grandes. De plus, il existe encore quelques marques petites mais connues, conservant une présence dans l'esprit des consommateurs, telles que 99 cents only, $5 and less, Dollar Max ou Canadian Dollar Stores, qui opèrent au Canada. Cependant, leur développement actuel reste largement inférieur à celui de géants comme Dollar Tree, Family Dollar et Dollar General. Historiquement, la majorité de leur croissance est liée à des acquisitions ou des fusions. Un bon exemple est le fait que la chaîne Top Dollar a été acquise à un moment donné par Family Dollar, ou que Dollar Bills s'est développé grâce à l'utilisation du symbole du dollar, ce qui permet de comprendre la structuration de l'industrie. Une autre chaîne au nom similaire, Dollar Express, également dotée du symbole du dollar, est devenue partie du programme d'expansion de Dollar Tree. En plus, on peut inclure dans cette catégorie les réseaux Greenbacks, Deal Dealers, Dollar Centers et Dollar Stores, tous rachetés par de grands acteurs tels que Dollar Brand et General, ce qui témoigne d'une tendance globale à l'unification et à la consolidation dans cette industrie. Ce processus s'est renforcé chaque année, devenant pour les 3 principaux acteurs un élément clé de leur expansion et de leur consolidation sur le marché. Après cette revue générale, examinons un autre aspect important, la taille moyenne des magasins. Dollar Tree est l'un des réseaux de magasins les plus visibles et reconnus dans son segment. Ces magasins se distinguent par une taille généralement un peu plus grande que celle des concurrents. Cependant, l'aspect le plus important réside dans le fait qu'en comparaison avec les grandes chaînes traditionnelles telles que Target ou Walmart,
les magasins Dollar Tree occupent considérablement moins d'espace, leur superficie moyenne étant souvent limitée à quelques milliers de pieds carrés. Pour mieux comprendre, si les grands magasins phares de ces plus grands détaillants atteignent souvent ou dépassent 100 000 pieds carrés, les magasins Dollar Tree peuvent plutôt être qualifiés de compacts, petits en comparaison. Cette différence significative de taille illustre parfaitement deux stratégies commerciales opposées adoptées par ces réseaux de distribution. Tous ces magasins, tels que Dollar Tree, Dollar General et d'autres, reposent principalement sur une approche commune. Ils sélectionnent de petits espaces à faible coût de location, ce qui réduit considérablement leurs dépenses. Ces points de vente sont généralement moins attrayants pour les clients dans les grandes agglomérations et se situent dans de petits quartiers résidentiels ou en périphérie. C'est pour cette raison qu'ils ont beaucoup plus d'implantation que des géants comme Walmart ou Target. En conséquence, ce réseau de magasins se compose de nombreux petits points de vente facilement remplaçables, ce qui permet une adaptation rapide au changement du marché et à la nécessité de déménager. Un autre aspect important à considérer pour la comparaison est la dépendance de ces réseaux à l'achat de marchandises lors de soldes ou de réductions, c'est-à-dire des close-outs. Peut-être, au premier abord, cela peut sembler peu évident d'attirer l'attention sur ce point, mais c'est précisément cet aspect qui influence de manière significative le modèle économique de nombreux magasins similaires. Cependant, j'ai une vidéo séparée sur l'entreprise Big Lots, où les mécanismes de gestion de ces produits sont expliqués plus en détail. Principalement, ce processus concerne les stocks excédentaires. Lorsque le fabricant ou le détaillant achète ou produit trop de marchandises, il se retrouve avec des surplus qu'ils sont prêts à vendre à prix réduit. Historiquement, la majorité de ces magasins, y compris ceux du segment dollars, achetaient activement des produits lors de soldes ou de remises, puis les revendaient aux consommateurs finaux. Cette stratégie permettait de maintenir des prix bas et d'attirer régulièrement de clients, toujours à la recherche d'aubaines. En ce qui concerne Dollar General, d'après mes informations, l'approvisionnement en marchandises en réduction n'a jamais été une composante dominante de leur activité. C'était plutôt une option complémentaire ou occasionnelle. Pour Family Dollar, en revanche, la dépendance aux soldes a évolué au fil du temps. Dans les premières années d'activité, cela représentait une part importante de leur gamme et garantissait des prix avantageux. Cependant, dans les années 80, afin d'avoir une image plus prestigieuse et attrayante pour une clientèle nouvelle, plus tendance, ils ont commencé à s'éloigner de cette stratégie. Par la suite, dans les années 90, leur approche a de nouveau changé. L'entreprise est revenue à l'achat de produits en promotion et en solde, bien que rapidement, elle ait presque complètement abandonné cette méthode, se concentrant sur la vente de produits plus standards et quotidiens. D'ailleurs, en 2014, nos contemporains affirmaient que la dépendance de ce segment chez Quote 69 vis-à-vis des produits en liquidation avait été réduite à environ 3% du volume total des ventes. Ainsi, on peut aujourd'hui dire que les achats importants avec réduction sont une occurrence rare pour la majorité de ces entreprises. Lors des premières étapes du développement de Dollar Tree, presque toute leur activité reposait sur la vente de produits en liquidation, y compris les marchandises invendues en stock. Au début des années 1990, avec l'adoption de nouvelles méthodes d'approvisionnement et un changement de stratégie, l'entreprise a progressivement commencé à déplacer son emphasis des ventes en liquidation vers une offre plus large, comprenant la vente de produits de base, souvent plus populaires, pour la demande quotidienne. Parallèlement, elles ont déménagé de centres commerciaux coûteux et de complexes commerciaux intérieurs, tels que les centres commerciaux couverts et les complexes commerciaux multi-étages, vers des complexes commerciaux en plein air et en bord de route, moins chers. La gamme de leurs achats s'est considérablement élargie. Une partie importante des produits provenait désormais directement de fabricants étrangers, ce qui a entraîné une baisse du coût et du prix de revient des marchandises. Pendant cette période, elles ont également commencé à acheter activement en gros auprès de fournisseurs étrangers, ce qui a permis de réduire considérablement les prix et de rendre les produits accessibles au grand public. L'impact global de ces activités est visible dans les statistiques. En 1996, la proportion des produits achetés à prix soldé ou en liquidation est tombée à 15% du volume total des ventes.
Et en 1999, ce chiffre a légèrement diminué, à moins de 10%. Aujourd'hui, selon les données actuelles, la part de ces produits dans le chiffre d'affaires total ne dépasse pas 10%. Cela témoigne du fait que, bien que le travail avec les produits en liquidation ait joué et continue de jouer un rôle dans l'activité de ce segment, il n'occupe plus la même position cruciale qu'auparavant, et il disparaît pratiquement comme phénomène dans la pratique moderne. En ce qui concerne l'assortiment et les produits vendus dans ces magasins, un point important est leur dépendance aux matériaux d'utilisation régulière, des produits qui sont constamment réapprovisionnés dans les commandes. En premier lieu, je pense aux produits alimentaires, aux piles, aux savons, aux produits de nettoyage et autres articles d'hygiène personnelle ou domestique. Ce genre de produits génère souvent une moindre marge bénéficiaire par unité, car leur marge de prix est faible, mais leur attrait marginal réside dans le fait que les clients les achètent encore et encore, créant ainsi une clientèle stable et prévisible. Selon l'analyse, pour l'année 1414, la dépendance de Quote 71 à ces produits de consommation était nettement inférieure à celle de ses concurrents. Cela indique qu'il privilégiait une marge minimale sur chaque article dans ce segment, en compensant la faible marge par un volume élevé de vente. En ce qui concerne le bénéfice, l'un des indicateurs les plus significatifs est la taille du bénéfice brut sur vente, ce que reflète clairement la marge brute. Il est évident qu'en étant moins dépendant des produits à faible marge, cet indicateur de rentabilité montre une profitabilité globale plus élevée ou plus stable pour l'ensemble de l'activité de l'entreprise. En fin de compte, cet indicateur sert de bon baromètre pour évaluer l'efficacité avec laquelle les magasins parviennent à dégager des bénéfices de leurs opérations commerciales et dans quelle mesure leur modèle économique est construit pour assurer non seulement des volumes de vente, mais aussi une rentabilité maximale. Dans le contexte de la politique tarifaire et de la stratégie commerciale, le réseau de magasins Dollar Tree occupe une place toute particulière parmi ses concurrents. Prenons par exemple leur aspect financier. Dans le cas de Dollar Tree, si le vendeur vend un produit à 1 $, le prix d'achat de ce produit est d'environ 65 cents. Ainsi, pour chaque achat, l'entreprise réalise un bénéfice d'environ 35 cents. À partir de ces chiffres, il devient clair que, pour obtenir des profits significatifs, la société doit réaliser un volume de vente important. Plus ils vendent de produits à ce prix, plus ils génèrent de revenus. Il existe 3 acteurs principaux sur le marché des Dollar Tree, Family Dollar et Dollar General. Tous sont souvent désignés comme des magasins à 1 $ parce que leur concept initial reposait sur la vente de produits à un prix fixe, 1 $. Cependant, seul Dollar Tree reste réellement fidèle à son nom, car presque tous leurs produits continuent d'être vendus au même prix. Alors que les 2 autres concurrents, Family Dollar et Dollar General, ont, à un moment donné, adopté l'idée de vendre des produits à 1 $, la situation a nettement changé au cours des 6 dernières décennies. L'inflation s'est produite, et leurs stratégies commerciales ont également évolué, ce qui les a poussés à augmenter leurs prix. De plus, il semble que Dollar Tree ne fasse pas exception, car il est évident qu'il y a eu un désir de faire monter les prix. Mais ils n'ont pas encore trouvé la bonne approche pour cela. Il est intéressant de rappeler qu'à l'origine, le nom Dollar Tree était tout simplement quote 73, quote 74 et n'a duré que peu de temps. En 1993, il a été modifié afin de se libérer des restrictions liées au prix d'un dollar. Depuis, avec le développement de l'entreprise, en 2010, certains produits à un prix supérieur à 1 $ ont commencé à apparaître. Ces nouveautés ont suscité des réactions ambiguës chez les clients. Ils étaient confus et mécontents de ce changement, ce qui a conduit l'entreprise à revenir rapidement au modèle traditionnel. Néanmoins, en 2019, une nouvelle initiative appelée quote 75 a été lancée, proposant la vente de produits à des prix plus élevés dans une centaine de magasins du réseau. En 2020, il a été découvert qu'il testait une augmentation des prix dans certains points de vente standards, c'est-à-dire dans les magasins Dollar Tree classiques. Ainsi, on observe une tendance. Bien qu'il reste la seule chaîne à suivre le modèle 1 $ seulement, en réalité, derrière l'apparence de ce principe, des tentatives sont faites pour l'étendre ou en sortir.
Il est également important de noter la différence significative dans la clientèle cible que ces magasins cherchent à attirer. C'est précisément Dollar Tree qui se distingue à cet égard. Les concurrents, Family Dollar et Dollar General, s'adressent principalement à un flux de clients provenant de quartiers à faible revenu, en ouvrant activement leurs points de vente dans des zones où la population a de faibles revenus. En opposition à ces stratégies, Dollar Tree adopte une approche différente. Ce réseau semble intentionnellement viser un segment de clientèle plus large et diversifié, comprenant des personnes avec différents niveaux de revenus. De plus, ils mettent un accent particulier sur l'exploitation des zones suburbaines. Les opérateurs de Family Dollar et Dollar General choisissent généralement des territoires plus éloignés et peu peuplés, que l'on peut qualifier de rural ou semi-ruraux. Leur stratégie consiste essentiellement à repérer un centre commercial ou un hypermarché, comme Walmart, puis à ouvrir leurs points de vente à proximité. Cette approche vise des clients pour qui il est plus pratique et économique de se rendre dans un magasin situé à proximité des grands centres commerciaux, ce qui est avantageux en termes de commodité et de coût. Ils cherchent surtout à proposer des produits à des prix plus bas dans des quartiers où les gens cherchent à faire des économies. La stratégie de Dollar Tree est quant à elle radicalement différente. En découvrant où se trouvent de grands hypermarchés, comme Walmart, cette chaîne ouvre souvent ses magasins juste à côté. Cette démarche est motivée par le souhait d'attirer le même type de clientèle, déjà présente dans ces grands centres commerciaux, des acheteurs à la recherche de produits peu coûteux. L'idée est, en vendant des produits similaires à des prix plus abordables, de capter leur attention et d'attirer une partie de leur clientèle dans ses propres magasins. En fin de compte, Dollar Tree se retrouve directement au cœur de la concurrence, face à de grandes chaînes, tandis que leurs concurrents, plus éloignés du centre et dans des zones moins peuplées, cherchent à éviter la confrontation directe par des stratégies indirectes. La situation générale montre que, à l'heure actuelle, Dollar Tree, par son assortiment, sa politique tarifaire et sa clientèle cible, se distingue nettement de ses principaux concurrents. Ils suivent une stratégie unique: vendre des produits à un prix fixe, sélectionner des assortiments adaptés à leur modèle de prix, tout en ciblant une démographie différente et des zones géographiques variées. Lorsque, déjà en 2015, ils ont acquis le réseau Family Dollar, ces différences sont devenues un moteur puissant pour cette opération. Tout cela confère à ce réseau une position unique sur le marché, lui permettant de conserver son identité et sa stratégie dans un contexte économique en constante évolution et face aux tendances changeantes des consommateurs. J'ai pensé que dans les domaines évoqués, il y aurait probablement peu de chevauchement ou de duplication d'activités, et que ces deux concepts ou modèles économiques seraient plutôt complémentaires, créant une alliance harmonieuse plutôt que de se faire concurrence ou de se heurter. Autrement dit, j'estimais qu'ils pourraient coexister en se complétant, en occupant différentes niches et en contribuant chacun au développement global. Cependant, pour ce qui est du magasin nommé Dollar General, la situation serait tout à fait différente, car pour ce réseau, il serait probablement plus logique de ne pas simplement exister aux côtés d'autres magasins similaires, mais plutôt de se développer via l'acquisition ou la transformation de points de vente existants en filiales de Dollar General. On peut supposer qu'il leur serait plus avantageux de ne pas créer de nouvelles boutiques de zéro, mais de rénover des magasins déjà en activité sous leur marque afin d'accroître leur part de marché et de renforcer leur position. Conscient de cette perspective, je ne vois pas de raison pour que Dollar General n'adopte pas cette approche et ne décide pas de transformer progressivement tous les points de vente potentiels en ses propres filiales. Au final, cela leur permettrait d'étendre leur réseau sans avoir à rechercher et ouvrir de nouveaux locaux vacants ou à investir dans la construction de nouveaux points de vente à partir de rien. Ce serait une façon plus rationnelle et plus rapide d'accroître leur présence sur le marché, de renforcer la reconnaissabilité de leur marque et d'accroître leur rentabilité. J'espère que vous partagerez vos réflexions en commentaire. À savoir ce que vous pensez de ces systèmes de magasins, car il est possible que vous ayez votre propre expérience et vos observations qui concordent totalement ou, au contraire, divergent de mes analyses. Parvenez-vous à distinguer les différences entre ces réseaux? Est-il facile pour vous de les différencier lorsque vous entendez le nom « dollar » ou les concepts liés à ces magasins? Ou, au contraire, le fait répétitif du mot « dollar »
environ 70 fois dans une conversation ou une revue, vous embrouille et crée une impression de confusion bien plus forte qu'auparavant? Il est également intéressant de savoir si mes mots et conclusions correspondent à ce que vous constatez personnellement dans votre expérience. Quel réseau fréquentez-vous le plus ou vous plaît-il davantage? Lequel seriez-vous prêt à privilégier pour faire vos achats? J'aimerais beaucoup connaître votre avis et votre perception de toute cette situation, afin de mieux comprendre comment vous percevez ces magasins, leur influence sur le marché et le comportement des consommateurs. Merci de votre attention et du temps consacré à partager vos pensées.